Et je l'accueille sur ce plateau, Raphaël Glucksmann, qui s'apprête donc à prendre place pour passer ce grand oral. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. Merci beaucoup d'inaugurer donc ce BFM Politique spécial européenne. Dans notre sondage du jour, Elab pour la Tribune du Manche et BFM TV, vous êtes à 13%, à 3 points de la candidate de la majorité Valérie Ayé, majorité qui vous a ciblé hier. Toussaint Glucksmann-Aubry, c'est la NUPES, disent-ils. Bonnet rouge et rouge bonnet, a carrément résumé Gabriel Attal. Il cible votre point de faiblesse, une ambiguïté que vous auriez vis-à-vis de la France Insoumise notamment? Non, il illustre sa propre fébrilité, vous savez. Au début, ils sont partis sur une stratégie me visant en expliquant « Mais Glucksmann, il vote à 90% les textes avec nous, et finalement, pourquoi n'est-il pas avec nous ?» Et ça se termine par « C'est l'arbre qui cache la forêt NUPES, Glucksmann, c'est Mélenchon. » À un moment, il faut accorder ses violons, vous savez. Donc je ne peux pas être à la fois « Ouh là là, il est proche de nous et il est un dangereux bolchevique. » La vérité, c'est que j'ai fixé un cap clair, un cap intransigeant et que je ne dévierai pas de ce cap et que moi, je ne suis ni Jupiter, ni Robespierre. Oui, ça vous l'avez dit, mais quand vous parlez de fébrilité, c'est qu'au fond, vous dites quoi? Ils ont peur que je passe devant la candidate de la majorité et que vous deveniez le deuxième de cette élection? Il y a une opposition qui émerge, une autre voix qui émerge et qui chamboule leur plan. Emmanuel Macron, depuis le début, essaye de montrer aux Françaises et aux Français que c'est soit lui, soit les extrêmes. Et nous, ce que nous montrons avec notre campagne, qui est centrée sur la question de ces élections, sur l'Europe, sur les projets qu'on porte, ce qu'on montre, c'est qu'il y a des millions de Françaises et de Français qui aspirent à autre chose, qui se sentent suffoqués dans ce Macron, Le Pen, Mélenchon, qui veulent une autre voie. Et cette autre voie, c'est celle que nous sommes en train de construire. Et ils réagissent de manière extrêmement fébrile parce qu'ils n'aiment pas l'idée qu'il y ait une opposition démocrate qui émerge dans ce pays. Malgré tout, je voudrais m'arrêter un instant sur l'argument qu'ils utilisent de vous assimiler au fond à la NUPES. C'était il y a 2 semaines, je vous recevais sur un autre plateau juste à côté, c'était dans l'émission du soir à 18h. Je vous interrogeais sur effectivement les rapports que vous entreteniez avec la NUPES, avec Jean-Luc Mélenchon. Et vous m'aviez dit, l'union elle est possible, mais sans Jean-Luc Mélenchon. Ce qui avait suscité un certain nombre de réactions, parce que certains expliquaient très bien Jean-Luc Mélenchon, mais que fait Raphaël Glucksmann de ceux qui sont autour de lui? Non mais écoutez, Mathilde Panot, Manuel Bompard, David Guiraud, Thomas Porte. Est-ce que votre gauche, Raphaël Glucksmann, peut gouverner avec ce cœur du réacteur de la France Insoumise? Si vous aviez écouté notre propre entretien... Je crois que je l'ai écouté assez attentivement. Voilà, donc vous pourriez citer la suite. Okay, j'ai fixé un cap clair. Ce cap, il a tranché des divergences de fond extrêmement profonde qui traverse la gauche française. Ce cap, c'est l'attachement viscéral à la construction européenne, l'attachement viscéral à la démocratie, l'attachement viscéral à un débat public apaisé. Laissez-moi parce que ça répond à votre question. Oui. Un débat public apaisé, refusant l'outrance, refusant les calomnies, refusant les fake news. Oui, mais vous mettez où le curseur, donc, ce cap, on n'en déviera pas. Et tous ceux qui font l'inverse de ce que je viens de dire... Mais c'est qui tous? Mais regardez la campagne qu'ils font. Donc ça veut dire que par exemple Manon Aubry qui va vous succéder dans un instant, impossible à l'avenir de se dire que vous pourriez travailler avec elle. Mais il y a une élection européenne qui va trancher les lignes. C'est hyper important. Je sais que vous êtes obsédé par les questions de personnes et d'appareils. Je ne suis pas obsédé. Les questions qui vont se poser au lendemain du 9 juin, Raphaël Glucksmann, c'est notamment les questions autour de l'union de la gauche. Et c'est important, je pense, pour les électeurs de savoir avec qui vous pourriez travailler. C'est très important surtout de savoir qu'on a fixé désormais des règles et un cap et que moi, je serai le gardien du fait qu'on n'en déroge pas. On n'en dérogera pas. Et moi, je m'adresse ensuite, vous savez, dans nos réunions publiques, il y a des électrices et des électeurs qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au présidentiel et qui sont pétrifiés par la stratégie du bruit et de la fureur permanente. Donc ça veut dire que la France Insoumise, vous ne travaillerez pas avec nous? Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on va fixer un cap clair. Les gens qui se reconnaîtront dans ce cap viendront. Et ce sera en rupture totale avec ce que fait la France Insoumise aujourd'hui. Et moi, je vous le dis aussi, il y a dans nos réunions publiques des électrices et des électeurs qui ont voté Emmanuel Macron au présidentiel et qui sont pétrifiés par la réforme des retraites, pétrifiés par le fait de voter la loi immigration avec le Rassemblement national. Et donc là, ce qu'on fait émerger, c'est une nouvelle terre ferme. Donc, rupture totale avec la France Insoumise. Une nouvelle terre ferme. Nous sommes en train de porter une nouvelle offre politique. Je sais que c'est compliqué quand on raisonne à
schéma Non, je pense que politique c'est constant. un enjeu de clarté, mais je vois bien que sur ceux avec qui vous pourriez travailler, il y a peut-être une façon pour vous de ne pas vouloir vous mettre à dos certains électeurs, ce qui est Mais compréhensible. non, moi je m'adresse aux électrices et aux électeurs. Je ne ferai pas ces accords d'appareil, je ne ferai pas ce casting auquel vous m'invitez. Il y a des élections le 9 juin et ce cap-là, il est extrêmement clair. Et je vais vous dire, quand même, s'il y a une personne, non mais soyons clairs, s'il y a une personne qui a assumé les divergences de manière claire et frontale depuis le début, c'est qui? C'est moi. Raphaël Glucksmann, je voudrais donc m'arrêter sur quelques points de votre programme et de votre positionnement pour l'Europe. Vous avez expliqué tout au long de cette campagne qu'au fond, le clivage qu'essayait d'installer Emmanuel Macron entre les populistes et ceux qui défendent l'Europe n'était pas le vrai clivage. Vous appelez au retour du clivage gauche-droite parce que, dites-vous, c'est celui qui existe au Parlement européen. Le hic, c'est que quand on regarde les positions de vos alliés, les sociodémocrates, ceux avec lesquels vous travaillez au Parlement européen, elles sont sur plusieurs points essentiels diamétralement opposés aux vôtres. Les sociodémocrates ont voté le pacte asile-migration que vous fustigez. On a notamment entendu le patron du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, en tresser les louanges. Sur les traités de libre-échange, vous les combattez, eux décident de les voter. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas une forme de tromperie quant à vos électeurs, quand on voit que précisément ceux avec lesquels vous allez travailler à Strasbourg, eh bien, prennent des décisions qui ne sont pas celles que vous défendez? Les deux exemples de divergences profondes. C'est pas minime, Raphaël Glucksmann, les sujets migratoires et les sujets de commerce international? Sur le sujet migratoire, je vous signale quand même qu'une grande partie du groupe a voté pour, mais que le groupe était divisé sur ce pacte. Mais la majorité a voté pour. La majorité du groupe a voté pour, mais j'étais absolument pas isolé. Les délégations allemandes et italiennes ont voté contre la plupart des textes de ce pacte asile-immigration. Et une raison simple, le débat entre nous n'a jamais porté sur la qualité du pacte asile-immigration. C'était, est-ce qu'il vaut mieux ce compromis-là ou rien du tout? C'était ça le débat. Tout le monde sait que ce pacte asile-immigration ne résoudra strictement rien. Mais très bien, mais vous dites vouloir peser au Parlement européen. Si vous avez des alliés qui votent l'inverse de ce que vous défendez, là, il y a un problème de clarté vis-à-vis des électeurs. 90% des textes, nous votons la même chose, 95% même si vous voulez. Et moi, je suis au cœur du réacteur aujourd'hui pour façonner le programme. Vous savez, si on va poser au premier jour de notre mandat la clause de l'européenne la plus favorisée comme un des points centraux de l'agenda législatif à venir, c'est parce que je l'ai poussé au sein du groupe. Pour les prochains traités de libre-échange, vous vous y opposez, vos alliés les voteront. Vous allez voir, il y a une bascule au sein du groupe social-démocrate. Et concernant par exemple le Mercosur, je peux vous dire qu'une majorité du groupe s'y opposera. Et que donc on est en train vraiment de remodeler en profondeur la social-démocratie européenne en lui faisant épouser le logiciel de l'écologie politique. C'est une refonte extrêmement profonde. Mais vous constatez qu'en l'État, sur certains sujets, vous êtes minoritaire. Au cœur de cette refonte. Et j'ai fait une campagne avec l'ensemble des partis socialistes et sociodémocrates européens. Et je suis au cœur de ce groupe. Et je suis au cœur de la bascule qui doit opérer. Et moi, je vous le dis, l'offre politique qu'on est en train de créer à l'échelle européenne, ce mariage de la social-démocratie et de l'écologie, auquel moi j'ajoute, et j'ai fait basculer notre groupe dans ce sens, un sérieux sur les questions de défense et de sécurité, eh bien c'est la nouvelle offre politique qui dominera la gauche européenne pendant les décennies à venir, Benjamin Duhamel, et je serai au cœur de son élaboration. Un mot sur un autre point de votre programme, vous défendez la taxation des super riches à l'échelle européenne. Question très concrète, par exemple, mon groupe, qui nous regardent, l'ensemble de ma famille politique le porte avec moi. Question très concrète pour ceux qui nous regardent, c'est quoi un super riche? À partir de quel montant de revenus, quel patrimoine vous taxez à l'échelle européenne? C'est au-dessus de plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est-à-dire, non, mais ça doit être fixé avec la Commission européenne. Oui. C'est au-dessus de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, vous inquiétez pas, le pêcheur de l'île de Ré... Moi, je suis pas inquiet, personnellement. Non, mais je tiens à vous rassurer quand même. Enfin, le pêcheur de l'île de Ré, qui était l'argument principal pour les opposants à l'ISF en France, ne sera absolument pas visé. C'est les multimillionnaires et les milliardaires. De 10 millions d'euros C'est au-dessus de 20, 30, 40. Mais ça, c'est fixé ensuite dans le débat. Millions d'euros. Mais vous savez, les multimillionnaires et les milliardaires, aujourd'hui, ils payent 0,5% d'impôts sur leur fortune réelle, leur taux d'imposition réel. Ils payent moins d'impôts que en proportion à leur fortune que les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Et vous savez, c'est un débat qui aujourd'hui est en train d'être gagné, Monsieur Duhamel, qui est en train d'être gagné. Le Financial Times, qui est quand même pas l'humanité, le Financial Times vient de faire un éditorial pour soutenir notre initiative. Le FMI, qui n'est pas non plus une organisation ultra-gauchiste, dit qu'il est temps
de taxer les plus hauts patrimoines en Europe et à l'échelle mondiale. Et donc nous sommes en train de gagner ce débat. Et ce n'est pas une lubie gauchiste, c'est un mécanisme d'autodéfense des démocraties dans une situation de crise. Il faut qu'on avance un petit peu. Et vous savez qu'à l'origine de notre initiative citoyenne là-dessus, eh bien, il y a des multimillionnaires. Par exemple, l'héritière de BASF qui dit « Mais moi, je veux être taxé. » Et donc, vous répondez à cet appel. Sur l'Ukraine, Raphaël Glucksmann, après la France, ce sont désormais les États-Unis et l'Allemagne qui autorisent les Ukrainiens à utiliser des armes occidentales pour frapper des cibles militaires sur le territoire russe, d'où sont tirés des missiles. Vous avez applaudi. Si je résume au fond depuis le début de cette campagne, sur le sujet ukrainien, vous êtes en fait totalement aligné avec le président de la République. Pourquoi un électeur qui hésite et qui accorde énormément d'importance au sujet ukrainien, voterait pour vous plutôt que pour Valérie et Emmanuel Macron, puisque vous dites exactement la même chose? Parce que ça fait 20 ans que je le dis. Et c'est quoi, une forme de droit d'antériorité Regardez le dernier débat, d'ailleurs c'était sur BFM, je suppose que vous l'avez regardé. Absolument. Donc quand on pose la question de l'autorisation pour les Ukrainiens à frapper les bases russes qui les attaquent depuis le territoire russe... Elle répond ambiguïté stratégique. Voilà, elle répond pas. Oui, mais Emmanuel Macron a été l'un des premiers pays à dire il faut pouvoir les autoriser. Donc de ce point de vue-là... Ensuite, au Parlement européen, moi je suis à l'avant-garde du soutien pour l'Ukraine. À chaque fois, on a des hésitations de Paris ou d'autres capitales européennes, d'Emmanuel Macron, qui nous font perdre 6 mois, 8 mois, 10 mois dans le soutien à la résistance ukrainienne. Et donc, moi je suis celui qui met le sujet sur la table à chaque fois. Mais vous reconnaissez qu'il n'y a pas de divergence majeure aujourd'hui entre Emmanuel Macron et vous? Quand Emmanuel Macron, après moult hésitations, vient sur ma ligne, évidemment que j'applaudis, évidemment que je dis que je suis d'accord. Je ne vais pas faire de l'opposition pavlovienne sur un sujet c'est lui qui vient sur votre aussi grave. C'est lui qui change de ligne. Vous l'avez influencé? C'est lui qui change de ligne. Moi, j'ai une ligne qui est constante depuis le 24 février 2022. Mais j'aimerais vous dire une chose. Aujourd'hui, la France n'a pas, donc Emmanuel Macron, n'a pas réorganisé nos lignes de production pour pouvoir livrer la résistance ukrainienne. On est aujourd'hui en France incapable de livrer plus que 5000 obus par mois à la résistance ukrainienne alors que les Russes en tirent 20 000 par jour. Est-ce que c'est cela un soutien résolu à la résistance ukrainienne? Non. Est-ce que le fait de refuser de saisir les 206 milliards d'avoirs publics russes qui sont gelés dans nos banques au moment où on se parle, est-ce que c'est cela un soutien résolu? Il y a encore de la marge pour aller plus loin. Il faut faire pression pour que nos États aillent plus loin. Et avec une ligne rouge, qui est qu'il n'y aura pas de confrontation militaire directe avec la Russie. Et que tout le reste doit être fait. Pourquoi? Pas par solidarité avec un peuple qui se bat pour sa liberté simplement, mais parce que nous sommes les cibles de Vladimir Poutine. Moi, j'ai présidé la commission spéciale sur les ingérences étrangères au Parlement européen. C'est moi qui ai mis le dossier sur la table à l'échelle européenne. Et je sais qu'il y a une guerre hybride qui vise nos démocraties et que nos démocraties doivent se défendre et qu'il faut être inflexible là-dessus. Je voudrais qu'on retourne à l'échelle nationale un instant. J'aimerais préciser un point avec vous qui fait l'objet d'une controverse pendant cette campagne, c'est votre position sur la retraite à 60 ans. C'était dans le programme de la NUPES en 2022. Vous avez été interrogé sur le sujet, vous avez dit non, 60 ans, mais pas pour tout le monde. Mais parce que... La France Insoumise vous a reproché d'avoir, au fond, trahi l'esprit de la NUPES. C'est quoi votre réforme des retraites idéale, Raphaël Glucksmann? 60 ans. Est-ce que vous pensez sincèrement que quelqu'un qui a commencé à 17 ans, qui a travaillé à l'usine toute sa vie, doit partir au même âge à la retraite que moi? Non, mais attendez, moi je vous pose la question sur la réforme des retraites qui est défendue aujourd'hui par la gauche social-démocrate, puisque ce qui était dans le programme de la NUPES, c'était le retour à 60 ans. C'est simplement ce que j'ai dit. On peut avoir une base légale, mais aujourd'hui, la réforme inique portée par Emmanuel Macron, sur laquelle il faut revenir. Mais ça, sur laquelle il faut revenir. Vous êtes opposé à la réforme que ceux qui sont pénalisés, c'est celui qui a commencé à travailler à 17 ans et qui a travaillé toute sa vie à l'usine, contrairement à moi. Alors c'est quoi votre réforme des retraites idéale, celle de la gauche social-démocrate qu'elle pourrait mettre en œuvre si elle arrivait au pouvoir? Mais c'est une réforme des retraites où la base... L'objectif, c'est que celui qui a commencé à travailler à 17 ans puisse partir à 60 ans. D'accord, et celui qui a commencé à travailler plus tard? Et le cadre qui a commencé beaucoup plus tard, eh bien, il partira plus tard. Et donc, c'est quoi? C'est une réforme par points? Est-ce qu'on garde l'âge légal à 64 ans? Non, on ne garde pas l'âge légal à 64 ans, puisque je viens de vous expliquer que ça pénalise celui qui commence à travailler beaucoup plus tôt. Donc moi, c'est la base légale, c'est 60 ans, mais pour les cadres et ceux qui commencent à travailler plus tard, eh bien, eux, ils partent plus tard. C'est simple, c'est hyper clair, et simplement, ça a été l'objet d'une polémique politicienne, puisque je ne revenais pas sur la base de 60 ans. Mais pour ceux je ne revenais pas sur la base de 60 ans, j'expliquais juste que ce n'était pas universel, mais ce n'est même pas universel dans le programme de la NUPES non plus. Mais pour être très précis, pour ceux qui auront commencé à travailler plus tard, il y aura des gens qui ne pourront déclencher leur droit à la retraite qu'à partir de 64 ans, voire 65 ans. Je vous explique quelque chose de très simple. Moi,
et quelqu'un qui a commencé à travailler à l'usine à 17 ans, ce n'est pas la même chose, Benjamin Duhamel. Et par ailleurs, je vous dis aussi que ce n'est pas à l'échelle européenne, ça ne m'a pas échappé, que c'est pour sera ça qu'on a parlé des décidé sujets européens. le retour. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un accord fondamental pour dire que la réforme des retraites Ça, portée par Emmanuel on a Macron compris. est profondément inique et que la manière dont il a traité un mouvement social aussi digne, aussi puissant, est profondément antidémocratique. Il et nous que reste- c'est une blessure qui existe encore dans notre pays, que les gens ne sont pas des poissons rouges et que, à mon avis, Emmanuel Macron paiera cette réforme-là dans les Il nous temps. reste quelques minutes, Raphaël Glucksmann. Deux questions politiques. La première, elle concerne un socialiste, un ancien président qui visiblement a envie de parler en ce moment, François Vous Hollande, avez qui va d'ailleurs vraiment envie de tenir un parler meeting cette semaine. Il va voter pour vous. C'est un atout, c'est un boulet pour votre campagne, François Hollande. Mais moi, j'ai un cap clair et tous les gens qui soutiennent ce cap sont des atouts. Oui, mais vous n'arrêtez pas de Nous dire, moi, écrit- c'est la gauche de Delors et de Badinter. Je vous entends jamais dire, moi, c'est la gauche de François Hollande. Mais parce qu'on a des référents qui sont Delors et Badinter qui, en plus, ça ne nous aura pas échappé, ont disparu au début de la campagne. Oui. Donc, Mais par exemple, vous allez tenir un meeting avec c'est une Martine figure tutélaire. Oui, Maire je de vais Lille. tenir le dernier meeting à Lille. D'ailleurs, Et je vous invite, vous, mais surtout les gens qui Ouais. nous regardent, Mais à venir à vous Lille ne le faites pas de vendredi meeting 7. avec François Hollande. Non, je ne ferai pas de meeting avec François Hollande, Pourquoi ça s'est fait comme ça. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que mon cap est clair. Mais ça vous c'est une gêne social-démocratie. Mais non, ça ne Le me soutien gêne de François pas. Hollande, il vous gêne. Certains pas du disent, tout. voilà, il prend du temps de parole, J'ai- c'est une forme d'irritant à gauche. J'ai compris. Moi, je m'appelle Raphaël Glucksmann. Alors, j'espère que vous vous en souviendrez. De ce point de vue-là, je pense que c'est Je bon, m'appelle ouais. Raphaël Glucksmann. Je n'ai pas été ministre, je n'ai pas été président, je n'ai pas été Premier ministre. Mais le bilan de François Hollande, c'est j'ai quelque chose de un positif cap pour la gauche, Raphaël extrêmement Glucksmann, clair. ou il faut l'oublier? Ce bilan, il y a des choses positives, il y a des choses négatives, et surtout, ce qu'il faut, c'est inventer un cap clair. Moi, je ne propose pas la réédition du passé. Je ne propose qu'une seule chose, une social-démocratie qui est refondée dans la révolution écologique et qui propose une nouvelle offre politique. Et moi, ce Et que on je vous a veux, entendu. c'est qu'on parle d'Europe dans cette élection. Je sais que chez vous, c'est Non, extrêmement non, pas du compliqué. tout, pas du tout. Si, non, bah si, parce que là, Attendez, depuis on le va début- consacrer 2 heures au sujet européen. Une toute dernière question. Je ne sais pas à si quel vous moment connaissez. viennent les sujets Attendez, européens? Raphaël, Non, mais parce je que ne sais pas si vous François connaissez la. Hollande, la NUPES... Je ne sais pas si vous connaissez la devise de Guillaume d'Orange, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Je vous ai déjà posé la question une dizaine de fois sur vos ambitions futures. Où est-ce que vous Heureusement serez que j'ai suivi cette Oui. devise-là au début de la campagne, quand on me donnait à 8 C'est vrai. et qu'on a réussi à créer cette J'essaie de dynamique. la reformuler différemment, c'est la dernière question, il nous reste quelques secondes. Où est-ce que vous serez en mai 2027? Alors là, j'en sais strictement rien. Où est-ce Est-ce que que je vous serai serez en- bien au chaud à Strasbourg ou à tenir des meetings pour que la gauche... Bien au chaud à Strasbourg, c'est ambitieux. Ça dépend quel mois de l'année. Non, mais moi, ce que je serais, c'est je participerai à la reconstruction sur ce cap clair que j'ai énoncé. Mais vous savez, moi, j'ai cité des exemples. J'ai cité dans le meeting qu'on a fait à Paris, j'ai cité Blum pour son refus de la violence. J'ai cité Mendes pour son culte de l'intégrité Ils ont gouverné et de la tous les deux, hein, sincérité. Eh bien, Blum et Mendes, ce sont les boussoles qui nous guident. Ce qu'il faut désormais, c'est réinventer une gauche qui soit au clair Merci. avec elle-même et dans son attachement viscéral à l'Europe que vous aimez, j'en suis sûr, même si vous en parlez fort peu On en parle, dans Raphaël les entretiens Glucksmann, que vous menez. C'est terminé, juste une question rituelle. C'est Manon Aubry dans un instant qui va vous succéder à cette place. Une qualité et un défaut de Manon Aubry? En un mot. Combative et... Pour la qualité ouais. et pour le défaut? Eh ben, quelle campagne, quoi. Je veux dire, voilà. Donc sur la Je sais campagne pas, en général. Non, moi, je veux dire, il y a vraiment des règles dans le débat public et je suis navré. Merci beaucoup Raphaël Merci. Glucksmann d'avoir participé à ce grand oral.